Bonsoir à tous, c'est Caroline. Ce soir, je vais vous expliquer et illustrer dans cette vidéo ce que c'est comme concept le trauma bond, que je laisse en anglais dans le titre parce que je trouve que ça explique mieux ce que c'est. Voilà, donc aujourd'hui, comme histoire de fou, nous allons traiter du trauma bond que vous pouvez traduire. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser non seulement aux victimes de la perversion narcissique, qui trouveront beaucoup de réponses, je pense, dans cette histoire de lien traumatique, mais également à toute personne qui a vécu un traumatisme produit par quelqu'un d'humain. C'est-à-dire pas dans le cadre d'une catastrophe naturelle ou d'un événement hors de la portée des hommes. Alors, le lien traumatique, ou trauma bond, comme je préfère l'appeler, est en fait une forme domestique, on va dire, du syndrome de Stockholm. Alors, pour apprendre... Alors, cette vidéo va vous intéresser, je pense, si vous êtes victime de perversion narcissique déjà, mais également si vous êtes victime, si vous avez été victime d'un traumatisme, peu importe lequel, qui mettait en jeu votre personne et un agresseur qui vous a gardé sous une emprise pendant quelques jours au moins. Voilà, donc en fait, je refais un lien effectivement entre la playlist sur le perversion narcissique, je la mettrai quand même dedans cette vidéo, et le début de la deuxième playlist sur les traumatismes. Le trauma bond, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai vraiment beaucoup étudié là, ces derniers mois, à la suite d'un phénomène que je ne comprenais pas très bien, qui était que je n'avais pas envie je n'arrivais pas à me détacher vraiment de mes deux ex-compagnons agresseurs totalement, et je gardais en moi quand même un lien avec eux, même si je ne communiquais plus avec eux, je gardais en moi une espèce de loyauté en fait envers ces deux personnes. Et c'est là donc que j'ai eu l'idée de faire une recherche sur en fait un phénomène, on va dire, qui est lié, enfin qui est associé avec le trauma bond, qui est le syndrome de Stockholm. Le trauma bond, effectivement, c'est une forme un peu plus domestique, c'est-à-dire qui va concerner des relations affectives avec quelqu'un de proche, entre un agresseur et un agressé. C'est une genre de sous-type de syndrome de Stockholm. Et en France, effectivement, il y a un article qui a été publié, je ne sais plus exactement en quelle année, sur le syndrome de Stockholm que ressentaient les victimes de relations de manipulation ou donc de perversion narcissique. Voilà, donc le syndrome de Stockholm, petite histoire. Le syndrome de Stockholm, c'est un phénomène de psychologie qui a été observé à partir de 1973. Il a été étudié de manière scientifique par les chercheurs qui se sont intéressés à un événement, un fait divers, qui est arrivé donc à Stockholm en 1973 lors d'un braquage de banque. Une banque donc a été attaquée par plusieurs braqueurs, et ils ont gardé en otage pendant, je crois, 5 jours. 4 ou 5 jours, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 jours, leurs victimes dans la banque avant que la police puisse régler l'histoire et les libérer. Et phénomène extrêmement surprenant, toutes les victimes de cette prise d'otage, au lieu de dire mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, ces gens étaient immondes, étaient horribles, ils m'ont traumatisé, je les déteste, j'ai envie de les tuer, je veux me venger, au lieu de réagir comme ça, ce qui serait attendu effectivement quand on a été agressé comme ça par quelqu'un, eh bien les victimes, contre toute attente, ont défendu leurs agresseurs face à la police, les ont décrits comme des héros plus ou moins, enfin comme des gens qu'ils idolâtraient. Et se sont même carrément liés avec eux dans la vie future, enfin dans la vie qui a suivi. Et ça a été même au point que lors du procès des braqueurs, les victimes sont venues témoigner en faveur de leurs agresseurs. Et il y a même eu une victime qui s'est mariée et a eu un enfant avec un des agresseurs de la banque.
Ce phénomène, effectivement, s'appelle donc le syndrome de Stockholm. Si vous avez été victime de pervers narcissique, ou que vous l'êtes toujours, d'ailleurs en ce moment même où je parle, vous avez, en fait, paraît complètement fou, mais qui est pourtant bien là, et contre lequel vous n'arrivez pas vous ne voyez même pas, en fait, qu'il faut lutter. Et c'est ce qui est donc a été appelé le lien traumatique ou trauma bond par les psychologues chercheurs qui ont étudié ce problème. Alors, en fait, les gens qui souffrent du trauma bond vont avoir plusieurs réactions étranges déterminées en symptômes. Elles vont démontrer en fait une loyauté pathologique envers l'agresseur, que même elles ne comprennent pas vraiment, mais elles vont être prêtes à tout pour défendre, sauver, protéger leur agresseur. Elles vont, ces victimes qui sont sous l'emprise du trauma bond, parler de l'agresseur à leur entourage comme quelqu'un de formidable, comme quelqu'un à qui elles tiennent énormément, qui est vraiment quelqu'un qui les a, qui a compté pour elles dans leur vie, qui est important et dont elles ne sont pas prêtes de se défaire du jour au lendemain comme ça. Elles sont vraiment, en fait, ça devient une sorte de secte relationnelle, en fait. Oui, j'aime bien cette expression. C'est une sorte de secte relationnelle qui se met en place pendant l'agression. Et la victime, même quand elle est sortie de la relation, comme les victimes de la prise d'otage une fois sorties de la banque, ne va pas du coup lâcher son agresseur et va le défendre, le protéger et le présenter comme quelqu'un de bien à l'entourage. Il y a en plus de ça un phénomène qu'on observe entre les participants du trauma bond, entre l'agresseur et l'agressé, c'est l'idée de l'âme sœur. Il y a le fantasme de l'âme sœur qui existe à chaque fois dans le trauma bond. La victime va avoir l'impression, et va vraiment y croire sans s'en rendre compte que c'est une fausse impression, que son agresseur est son âme sœur. Que cette personne avec qui elle a vécu, peu importe à quel point c'est un pervers narcissique, c'est la seule personne avec qui elle sera jamais heureuse et que c'est vraiment l'homme idéal avec qui elle a envie de se marier, d'avoir des enfants. Et hélas, le trauma bond est quand même un phénomène qui est grave, puisque c'est pour ça que j'ai envie d'en parler de cette manière-là, parce que et souvent c'est la raison qui fait que les victimes restent parfois toute une vie avec un pervers narcissique et ont des enfants, se marient et sont prêtes à tout pour défendre leur couple. C'est pourquoi aussi les personnes restent avec le pervers narcissique par loyauté pathologique effectivement et par conviction que ce couple-là, que ce patron-là, ce boulot-là, que cette amitié-là, que ce parent est une cause à défendre en fait. C'est-à-dire que la relation doit être quelque chose pour lequel on va se battre. Et ça devient un principe, une conviction ancrée, chevillée au corps de la personne. Elle est prête à tout, elle est prête à mentir, à trahir, à voler, à faire n'importe quoi pour sauver sa relation. L'attachement qui existe entre la victime et l'agresseur est expliqué en partie par la gentillesse de l'agresseur à certains moments, et la victime va en fait se concentrer uniquement sur ça et va en fait obnubiler le reste. Même s'il se passe des choses très très graves dans le couple, dans la relation, la victime va cacher ce qui se passe à son entourage, ne va pas aller à la police pour dénoncer, mais ne va même pas le raconter à ses copines ou à ses parents, ou ne va raconter à personne. Elle va couvrir en fait, elle va couvrir l'agresseur par peur que les gens aient une mauvaise image de lui. Alors, pour vous expliquer un petit peu concrètement comment ça a pu se passer pour moi, en fait, quand j'étais avec mon premier compagnon, vraiment narcissique, quand j'étais avec le garçon qui était en fait psychopathe, mais à l'époque je ne savais pas qu'il était psychopathe, quand j'ai donc dans cette relation-là, qui a duré quand même 2 ans et demi, j'étais prête à faire n'importe quoi pour éviter que ça se sache en fait ce qui se passait dans notre histoire, pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais peur de détruire sa réputation auprès de nos amis communs, auprès de sa famille. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été portée plainte, je n'ai jamais même raconté à personne le viol, les viols même, les tortures mentales, les agressions psychopathiques,
le sadisme, enfin toutes les choses qui auraient pu normalement, qui auraient dû normalement être punies par la loi et qui auraient dû normalement me permettre de m'échapper de cette histoire. J'étais prête à tout, en fait je l'ai couvert parce que j'avais peur effectivement que maintenant, que si les gens savaient ça, ils auraient une image de lui qui serait la mauvaise. Parce que moi, j'étais sûre qu'au fond, c'était quand même une très bonne personne et je ne voulais pas que les gens doutent de ça. Voilà, c'est jusqu'à où, enfin, c'est jusqu'à où, oula, pardon, c'est jusqu'à là que ça va, le trauma bond. C'est que voilà, on va en fait vouloir protéger son agresseur de la police, de la justice, de la vie des gens, de l'opinion négative, parce qu'on est persuadé que c'est notre âme sœur et que c'est quelqu'un de formidable et que ses agissements ne sont pas une manifestation de son diabolisme, mais que ce sont des erreurs dues à ceci ou cela. On trouve des excuses et on lui pardonne tout, évidemment. Et surtout, on ne va pas jusqu'à le dénoncer. C'est donc pourquoi souvent il y a très peu de plaintes de la part de victimes de perversion narcissique, et c'est pourquoi donc la police n'est pas du tout habituée à ce genre de situation. C'est très rare qu'une victime brise le trauma bond et la loyauté pathologique et aille dénoncer son agresseur. Alors, comment savoir si vous êtes sous l'emprise du trauma bond? Il y a 7 symptômes que j'ai relevés, enfin que j'ai préparés en préparant ce sujet, qui sont déterminants. Alors, numéro 1, la manière dont on vous traite, si vous êtes encore dans la relation, ou d'où vous avez été traité si vous en êtes sorti, vous paraît normal, vous paraît banal. La réaction de révolte, qui est un réflexe naturel humain face à une situation de danger, qui serait la révolte, qui serait la colère, qui serait la rébellion, n'arrive plus, ne se produit plus, et vous vous êtes habitué à votre quotidien avec cet agresseur et avec les agressions répétées qui se produisent, et ça vous semble tout à fait normal. Vous ne vous rendez pas compte que c'est pathologique et qu'il y a un problème, vous ne vous en rendez pas compte. Deuxième symptôme. Quand on prend votre parti, si vous parlez de votre couple, de votre relation à l'extérieur, et qu'on prend votre parti et qu'on vous dit mais ça va pas bien la tête, mais t'es folle, mais pourquoi tu le dénonces pas, c'est très grave. Quand on va attaquer l'agresseur au moment où vous en parlez, vous allez défendre l'agresseur. Même si au fond de vous, vous savez que c'est pas normal, comme ce qui s'est passé, et que la personne en face de vous a raison, il y a une partie de vous qui le sait, mais vous allez dire non, voilà, vous allez prendre sa défense. Par exemple, en cherchant des excuses et en justifiant, notamment, je vous donne un exemple, en disant oui, mais s'il a fait ça, c'est normal, c'est parce que moi je l'ai provoqué, et il est stressé en ce moment. Voilà. C'est effectivement quelque chose qui va faire que vous allez avoir une relation très compliquée avec votre entourage dans ces moments-là, parce que si on vous croit et qu'on vous défend, vous allez au contraire défendre l'agresseur et ne jamais écouter les conseils des gens qui vous poussent à vous en sortir et porter plainte. Troisième symptôme, vous vous battez contre les gens qui veulent vous séparer de votre agresseur. Moi je sais que mes parents, lors de la fin de ma première relation avec un psychopathe, m'ont poussé à rompre avec lui, et à le virer de ma vie, beaucoup, en me proposant même un ultimatum qui était on t'aidera financièrement à t'en sortir après, une fois que tu auras l'appartement pour toi toute seule, et une fois que cette personne sera partie, on t'aidera financièrement à gérer, si tu nous promets de le virer de ta vie. Et moi, j'ai accepté l'ultimatum, mais ça n'a pas empêché que j'ai vraiment été extrêmement énervée contre ma famille d'avoir osé me séparer de cette personne. Quatrième, vous ressentez une forte dissonance cognitive. Donc vous avez effectivement deux idées dans votre esprit qui se battent. La vraie,
enfin celle qui est en fait la vérité de ce qui est en train de se passer, et la vérité et votre croyance, c'est-à-dire l'âme sœur, c'est mon compagnon, enfin il faut que je l'aime, il est formidable, c'est un héros, voilà, je suis prête à tout pour lui. Vous avez ces deux vérités-là qui existent dans votre tête, c'est la dissonance cognitive. Je vous renvoie à ma vidéo sur la dissonance cognitive, dont vous trouverez le lien en description. Cinquième, comme ça, je sais même plus compter. Cinquième symptôme, vous changez d'avis sur la situation et sur votre agresseur tous les jours. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez vous dire c'est un connard, il est insupportable, il me détruit, je n'en peux plus, je vais me barrer, ça peut plus continuer comme ça. Et le lendemain, mais attends, comment j'ai pu penser ça ? Ça va pas la tête, mais il est génial, je l'aime, il m'aime, on est heureux, pourquoi je sabote mon bonheur comme ça, alors que j'ai tout pour être heureuse avec ce garçon, il est formidable, hein. Qu'est-ce que j'aurais... Et le lendemain, à nouveau, mais comment j'ai pu penser qu'il était formidable et qu'il m'aimait et que je l'aimais, qu'on était heureux, je suis en train de me faire violer, je suis en train de me faire agresser, je suis en train de me faire détruire. Le lendemain, mais comment j'ai pu penser des choses aussi horribles, je suis vraiment une mauvaise personne pour penser quelque chose d'aussi horrible sur un garçon aussi bien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sixième, sixième, vous êtes obnubilé par ce que j'appelle conceptuellement le rêve bleu, en référence à Aladdin et Jasmine. Vous avez le fantasme d'avoir en fait avec cette personne, même une fois que ça fait longtemps que vous êtes parti de la relation, que cette relation était une relation unique. Limite épique en fait, que vous étiez dans une relation à la Roméo et Juliette, vous voyez, qui, malgré tous les gens qui essaient de vous séparer, malgré ce que la vie faisait pour vous séparer, vous allez allez être toute la vie en lien avec une personne que vous allez avoir, et qui est une belle connexion, une belle relation, que personne ne peut comprendre, que c'est quelque chose qui est entre vous, qui ne sera jamais brisé. Par exemple, quand la situation de perversion narcissique ou d'agression est entre parents et enfants, le parent va être mis sur un piédestal et on va considérer que c'est ce parent-là en fait qui est le bon parent des deux souvent, et pour qui on est prêt à faire n'importe quoi pour le rendre heureux. Donc pareil, même chose en amitié, hein, c'est une amitié, l'amitié de votre vie, voilà, etc., etc. Ce que on appelle le rêve bleu. Et enfin, 7. Vous êtes victime d'un des phénomènes d'une des catégories en fait qui explique le trauma bond, qui est le trauma blocking, donc le blocage du traumatisme. Vous avez oublié, vous vous rendez compte que vous avez oublié beaucoup de choses de la relation. Vous avez du mal à vous souvenir de ce qui s'est passé, et c'est comme si vous aviez une amnésie en fait. Voilà. Si vous avez ces 5 symptômes complets, vous êtes victime de trauma bond, vous pouvez en être sûr, et même si vous n'en avez que 3 ou 4, vous pouvez quand même être bien certain que vous êtes en fait sous l'emprise de ce lien traumatique que je suis en train de vous expliquer. Merci d'être encore avec moi et de continuer à regarder cette vidéo. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo sur le trauma bond, je vais vous présenter un article que j'ai étudié pendant mes recherches, un article de Donald Doughton et Susan Painter, 2 chercheurs américains, qui ont écrit un article dont je traduis le titre, qui s'appelle « Attachement émotionnel dans les relations de maltraitance, expérience de la théorie du lien traumatique ». Il est paru dans une revue de psychopathologie qui s'appelle Violence et victimes, publiée en 1993. Dans cet article, on trouve une explication du lien affectif traumatique qui existe entre l'agresseur et l'agressé, le trauma bond, en 2 parties. Premier argument de ces chercheurs qui expliquent le trauma bond: l'attachement à l'agresseur dépend de la durée de la maltraitance. C'est-à-dire que la condition pour que le trauma bond existe est que l'agression ait duré dans le temps, longtemps, assez longtemps pour que se produise un attachement spécifique, pathologique. Quand le quotidien, en fait, comme il explique, quand le quotidien devient une agression, le psychisme qui est stressé à ce moment-là apporte un moyen de survie qui va en fait être l'adaptation et la minimisation des événements traumatisants
Comme on dit, on s'habitue à tout. Et ça permet à la personne de supporter le drame, de banaliser en fait ce qui est en train de lui arriver. J'ai trouvé une citation de Graham Greene que je me reporterai dans la description, qui dit que le malheur comme la piété peut devenir une habitude. Voilà. Et en fait, à quoi vous allez vous habituer dans cette histoire d'attachement, d'agression qui perdure dans le temps. Quatre symptômes vont se produire. 1. Vous marchez sur des œufs et ça vous paraît normal. 2. Vous êtes en hypervigilance, c'est-à-dire en alerte permanente et ça vous paraît normal. 3. Vous êtes victime de dissociation, c'est-à-dire que vous coupez de votre corps et vous sortez de la situation comme ça, comme si vous étiez à l'extérieur et vous ne ressentez pas la douleur. Et vous êtes à l'extérieur de vous-même, cette sensation sera à l'extérieur de vous-même et de vos émotions, c'est la dissociation. Et vous êtes victime de changements physiques. Moi par exemple, j'avais maigri à un point, dans la première relation avec le psychopathe, j'avais pris 20 kilos. Et dans la deuxième relation avec un pervers narcissique, j'avais perdu 25 kilos. Et même mon visage, ma tête, je vous montrerai en photo dans le montage, n'était plus du tout le même. On aurait vraiment dit une autre personne, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Voilà. Et ces quatre facteurs peuvent être des indicateurs que vous êtes effectivement dans un trauma bond, que vous avez été dans une relation d'agression depuis assez longtemps pour que se produise le syndrome de Stockholm domestique. Deuxième condition pour que le trauma bond se mette en place, une alternance entre le chaud et le froid. C'est un principe qui a été étudié chez les victimes donc, du syndrome de Stockholm, qui dit qu'en fait le syndrome de Stockholm correspond à le quatrième. Attendez, il faut que je branche la batterie. Je viens de voir que c'était en rouge, excusez-moi. Voilà, parce que j'ai pas envie de couper. Voilà, pardon. Si vous imaginez que ça se coupe en plein milieu là, ça aurait été gravissime, vous n'auriez pas eu la fin, le suspense aurait été insoutenable ensuite. Donc je ne vous ferai pas ça quand même. On reprend. Quand en situation de danger, que peuvent expérimenter tous les êtres humains, il y en a 4. Il y a fight, le combat. Fight, la fuite. Freeze, là, on est paralysé. Fawn, c'est celle-là qui met en place le syndrome de Stockholm, le léchage de bottes. C'est-à-dire que face à une situation de prise d'otage, par exemple, vous considérez que, mais pas consciemment, ça se passe sans que vous le contrôliez, vous considérez, votre inconscient a le réflexe et à l'analyse très très rapide, donc qui n'arrive pas à votre conscience, vous n'avez pas l'impression d'avoir analysé ça, mais en fait vous l'avez analysé, que c'est la méthode de léchage de bottes de l'agresseur et celle qui va vous donner le plus de chances de survivre à l'agression. En fait, on devient gentil à ce moment-là, on devient agréable et gentil et compréhensif avec l'agresseur pour se garantir les bonnes grâces de cette personne qui nous attaque. On pense inconsciemment, donc sans s'en rendre compte, qu'il ne va pas nous faire de mal s'il nous aime bien. Voilà. Et ce qui se passe quand on est agressé ou en danger, c'est que normalement la peur vous paralyse en fait. Et quand l'agresseur va se radoucir, c'est-à-dire que si vous êtes gentil avec l'agresseur et que l'agresseur montre un signe de gentillesse envers vous, par exemple dans le syndrome de Stockholm dont je vous ai parlé au début de la vidéo, quand vous êtes en prise d'otage et que l'agresseur va vous autoriser à aller aux toilettes par exemple, mais exemple typique, vous allez prendre ça comme un signe que l'agresseur est bienveillant avec vous, vous a repéré et vous veut du bien, et qu'il est gentil en fait, et que ce n'est pas un monstre et une horrible personne qui est en train de vous agresser, mais quelqu'un de sympathique qui vous a permis, qui vous a montré de la compassion et de la gentillesse et qui vous a donné quelque chose dont vous aviez besoin malgré la tension de la situation. Ce phénomène va provoquer en vous une reconnaissance en fait envers l'agresseur. Vous allez vous sentir redevable de cet agresseur qui a été assez gentil pour vous laisser aller aux toilettes. Et c'est cette attitude en fait alternée entre la violence, l'agressivité, la méchanceté, le sadisme et la douceur, la gentillesse, la bienveillance qui, quand elle perdure assez longtemps, va faire qu'on idéalise l'agresseur
et qu'on lui pardonne ses actes de sadisme et de cruauté, on commence à penser que l'agresseur n'est pas un agresseur comme les autres, qu'il est unique, que c'est limite un élu en fait, que c'est quelqu'un de surnaturel pratiquement, que personne ne comprend mais que vous avez cerné et dont vous savez que s'il fait une agression, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, qu'il n'a pas le choix et que tout doit lui être pardonné, voilà. Alors, donc, je répète, je récapitule, le syndrome de Stockholm qui s'appelle Trauma Bond ou lien affectif traumatique en psychologie, arrive donc, se met en place à partir d'un certain temps où vous avez subi une agression. Ça doit durer en général au moins 5, 6, 7 jours pour que ça puisse arriver et que vous soyez complètement coupé de l'extérieur, c'est-à-dire que vous soyez en permanence avec l'agresseur. Imaginez alors quand la relation a duré des années, que vous avez été des années quotidiennement sous emprise d'un agresseur, à quel point le lien traumatique va être fort et difficile à briser. Donc il s'exprime dans une loyauté pathologique envers l'agresseur et les valeurs qu'il défend. Vous serez prêt à tout pour le défendre, le couvrir, le protéger, même si ça doit vous coûter de vous mettre vous-même en situation de trahir vos convictions. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes parce que je pense que ça doit être quand même plus agréable pour vous d'avoir plusieurs vidéos à regarder sur un même sujet plutôt qu'une seule très très longue sur le même. Donc j'aurai une autre vidéo que je vais peut-être tourner juste après celle-là et mettre en ligne en même temps, ou bien qui sera, si j'arrive pas tout de suite là, à le faire, enfin si j'ai autre chose qui me vient en tête, je la ferai dans quelques jours. En tout cas très vite vous aurez la suite de cette explication sur le trauma bond. La prochaine fois je vous parlerai d'un article qui explique 13 symptômes d'une victime de trauma bond et comment on peut réussir à briser le trauma bond pour se libérer complètement de l'agresseur et passer vraiment à autre chose. Voilà. Comme d'habitude, je vais illustrer mon propos sur le trauma bond d'un poème de Théophile Gautier qui s'appelle L'Impassible, donc que je vous mettrai en description, et qui, je trouve, illustre bien ce filtre que la victime d'une agression a en face des yeux, qui fait qu'elle voit l'agresseur comme quelqu'un qui n'est pas un agresseur, et comment elle peut en fait être aussi comme si elle avait vécu un lavage de cerveau. Voilà ce que ça peut donner à travers un poème. Pardon, je bégaye beaucoup aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Oui, un peu quand même, Caroline, tu bégayes beaucoup. Et tes cheveux sont pas terribles, hein, franchement. Voilà. Alors, la victime donc de trauma bond, je trouve, voilà, se retrouve bien dans ce poème de Théophile Gautier, écrit en 1866. L'Impassible. La satiété dort au fond de vos grands yeux. En eux, plus de désir, plus d'amour, plus d'envie. Ils ont bu la lumière, ils ont tari la vie, comme une mer profonde où s'absorbent les cieux. Sous leur bleu sombre, on lit le vaste ennui des dieux, pour qui toute chimère est d'avance assouvie, et qui, sachant les faits dont la cause est suivie, mélange au présent l'avenir déjà vieux. L'infini s'est fondu dans vos larges prunelles, et devant ce miroir qui ne réfléchit rien, l'amour découragé s'assoit, fermant ses ailes. Vous, cependant, avec un calme olympien, comme la ménosine à son socle accoudé, vous poursuivez, rêveuse, une impossible idée. Voilà. C'est dans la dernière strophe qu'on aperçoit bien la contradiction entre ce que pense la victime et la vérité, qui est donc la conséquence du trauma bond. Avant de vous quitter, j'ai encore quelque chose à vous dire. Alors, en fait, j'ai créé une page sur un site qui s'appelle Ko-fi, qui permettra aux personnes qui en ont le désir de soutenir ma chaîne avec une petite participation monétaire pour que je puisse en fait investir dans du matériel pour le tournage des vidéos de la chaîne,
que je ne peux pas, voilà, qu'à l'heure actuelle je n'ai pas les moyens de faire sans aide. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien que je mettrai en description et aller sur ma page Ko-fi, me payer un petit café qui permettra que je puisse acheter du matériel pour que la qualité technique des vidéos qui me rend vraiment honteuse de vous proposer s'améliore, pour que l'expérience du visionnage puisse être plus agréable pour vous et que ma chaîne se développe de manière je perds mes mots parce que évidemment ça me gêne un petit peu de faire cette demande-là. En tout cas voilà, si vous aimez les vidéos, si vous avez envie de me soutenir et que la chaîne continue à progresser et que je puisse élargir les possibilités de tournage et la qualité du visionnage pour vous, merci de participer sur le site kofi.com à l'évolution de l'histoire de fou. Je vous en serai éternellement reconnaissante et c'est vraiment pour vous que je veux faire ça. C'est pas tout pour me faire de l'argent, c'est vraiment pour investir dans du matériel. J'ai notamment besoin, je pense vraiment là d'un micro de bonne qualité pour améliorer votre écoute de ce que je raconte, et également je pense d'autres accessoires de matériel vidéo que j'ai pu trouver qui seraient, je pense, vraiment utiles à Histoire de Fou, pour que vous puissiez apprécier davantage encore l'expérience de visionnage. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça m'est très utile comme je vous le répète à chaque fois. Et abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié de la suite des vidéos. À la prochaine fois.